journal des studios Qualité de Jérusalem vous est présenté par Daniel Haïk. Daniel Bokertov, l'avion du Premier ministre Binyamin Netanyahou a atterri durant la nuit à Washington en perspective de sa rencontre avec le président Trump. Oui, effectivement, Greg, une rencontre qui débutera ce soir à 18h heure israélienne et qui pourrait durer jusqu'à 2h. Ensuite, le Premier ministre Netanyahou participera à la levée du corps du sénateur américain ami d'Israël Lindsey Graham. Lors de sa rencontre avec le président Trump, le Premier ministre israélien a l'intention de présenter à son interlocuteur des renseignements nouveaux sur la poursuite du programme nucléaire iranien sous la montagne de la Pioche qui sert désormais de principal site de ce programme nucléaire. Cela suffirait à prouver que le régime iranien ment lorsqu'il prétend vouloir aller de l'avant dans les pourparlers avec les Américains en vue d'un accord. De facto, le Premier ministre Netanyahou espère que le président Trump tiendra compte de ces développements et lui donnera des garanties d'une possible reprise des combats face à Téhéran. Les observateurs affirment que pour obtenir de telles garanties, Netanyahou pourrait accepter la proposition de Donald Trump de déployer une force internationale dans la bande de Gaza. Il faut noter que le cabinet restreint pour la sécurité nationale a mandaté le Premier ministre pour accepter une telle proposition. À l'ordre du jour de la rencontre entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou également, le dossier libanais et l'inquiétude d'Israël face à la possibilité que la Turquie se dote d'avions furtifs F-35 américains. Hier, à la veille de cette rencontre, le président américain a fait passer un message d'apaisement envers Israël. Oui, effectivement, Donald Trump a déclaré dans l'avion qui le ramenait vers Washington qu'en dépit de ces légères divergences de vues avec Binyamin Netanyahou, leurs positions respectives sur le dossier iranien sont très proches. Il affirme également que si les négociations avec l'Iran ne devaient pas aboutir, alors, a-t-il dit, nous frapperons très fort. À propos des informations sur la pénurie de missiles intercepteurs américains qui aurait conduit à suspendre la reprise des hostilités avec Téhéran, eh bien, le président américain a déclaré qu'il n'y avait pas de pénurie de missiles Patriot. Nous avons de nombreuses munitions et de types différents, a-t-il dit. Durant ce briefing à des journalistes, donc il accompagnait dans son avion, le président a défendu le principe de vente de F-35 à la Turquie, un pays qui, selon Donald Trump, est un précieux allié. Personne ne me dira à qui vendre et à qui ne pas vendre, a-t-il déclaré. Et puis on a appris tôt ce matin qu'un drone ennemi avait tenté de pénétrer dans le ciel israélien. Oui, l'armée de l'air israélienne a intercepté ce drone à la frontière entre Israël et la Jordanie avant qu'il ne pénètre en territoire israélien. On est en train de vérifier qui a tiré ce drone. L'alerte n'a pas été déclenchée parce qu'il n'y avait pas de danger, dit-on au sein de Tsahal. Il faut noter qu'il s'agit toutefois du troisième drone intercepté par l'armée israélienne en 24 heures dans la même région et selon certaines sources sécuritaires, ces drones sont en fait lancés à partir du territoire irakien à la demande de l'Iran. Politique intérieure maintenant au sein du Likoud. Binyamin Netanyahou a obtenu hier gain de cause. Il pourra façonner la liste électorale du parti à sa guise. Oui, les 3000 électeurs du comité central du Likoud lui ont donné carte blanche pour intégrer à la liste électorale du parti 8 personnalités de son choix, du choix de Binyamin Netanyahou. Et par ailleurs, les députés Likoud sortants ne seront plus obligés d'être élus sur des places nationales, mais pourront se présenter aux places régionales de la liste électorale, ce qui devrait faciliter leur réélection. Les primaires pour la composition de la liste électorale se tiendront le 17 août prochain. Et puis au sein du parti sioniste religieux, on tire les leçons des primaires d'avant-hier. Oui, en guise de primaire, il s'agissait en fait d'un forum de 130 membres qui ont classé les personnalités de leur choix dans la liste électorale du parti. Ceux-ci ont permis de désigner une liste qui ressemble de près à celle qui a conduit le parti à la Knesset il y a 4 ans, avec des figures telles que Simcha Rothman, Orit Strouk et Tzvi Sukkot. Mais cette liste est considérée comme plutôt radicale. Et cela pourrait conduire très vite à la création d'une autre formation politique au sein de la mouvement sioniste religieuse. Et l'on parle du général Ophir Winter pour être à la tête de liste de cette nouvelle formation. Hier, Winter a justement affirmé qu'il était nécessaire de créer une nouvelle structure politique qui réunisse à la fois des supporters du sionisme religieux et des laïcs. Et puis toujours à propos des élections, Daniel, une audition spéciale s'est tenue hier à la commission de la défense de la Knesset. Oui, le chef de Shin Bet, David Zini, a exposé dans cette sous-commission secrète des services de renseignement des preuves confirmant l'intention de pays étrangers de s'immiscer dans les élections législatives israéliennes et en particulier dans la campagne électorale. Selon les informations fournies par David Zini, des pays comme l'Iran ou même la Turquie pourraient lancer sur les réseaux sociaux une série de forces d'information, de fake news qui pourraient semer le chaos, en particulier à la veille du scrutin. Il faut souligner que le président de la commission électorale centrale, le juge Noam Solberg, a participé à cette réunion importante.
Merci beaucoup Daniel Haïk, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps reste bien entendu ensoleillé, mais il sera de plus en plus chaud. Les températures sont en hausse, donc 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et sur l'ensemble du littoral israélien, 34 degrés à Beersheva, 40 degrés à Eilat ce matin. Merci d'être avec nous ce matin. J'expliquais justement à nos auditeurs que vous êtes à la tête d'une délégation du bureau du CRIF qui est ici en Israël pour, d'une certaine manière, prendre le pouls de la société israélienne, mieux comprendre, on va dire, les enjeux peut-être des prochaines élections. Vous avez rencontré hier plusieurs responsables politiques, plusieurs députés de la Knesset et également le président de l'État. Dites-nous un peu la teneur de vos entretiens, quelles sont les préoccupations. Alors, on va parler d'abord politique des députés que vous avez rencontrés hier à la Knesset. D'abord, c'est un moment qui est particulièrement important dans le dialogue entre la France et Israël parce que nous avons des élections qui arrivent en Israël le 27 octobre, mais il y a aussi un climat politique en France marqué par la perspective des élections présidentielles. Donc, il y a besoin que ces deux sociétés dialoguent, que ces deux, on va dire, instances politiques de part et d'autre dialoguent. Et on a vocation, je crois, à permettre un petit peu cet échange entre la France et Israël. Ce qui m'a frappé dans l'échange avec les membres de la Knesset, c'est à quel point il y a une tension en Israël en ce moment entre la division d'un côté, la volonté d'unité de l'autre et chacun par rapport à ça se positionne. Il y a la question notamment de la conscription qui est très présente. Évidemment, la question de la commission d'enquête du 7 octobre. On sent que la société israélienne est dans un moment de questionnement et que le 27 octobre sera à coup sûr un des scrutins un peu décisifs pour Israël. C'est quelque chose qu'on ressent très clairement en échangeant à la fois avec évidemment les membres de la Knesset qu'on a rencontrés, mais aussi les représentants de la société civile. Alors vous avez également rencontré le président de l'État. Quel a été son message ? Est-ce qu'on peut supposer que il vous a aussi posé des questions sur ce qui se passait au sein de la communauté juive en France, sur la résurgence de l'antisémitisme par exemple ? Oui, le président Herzog, il a un lien particulier avec la France. Vous savez, il a une histoire familiale liée à la France avec son grand-père qui a été rabbin rue Pavée. Donc il a une attention particulière pour ce qui se passe dans notre pays. Et donc on a pu échanger avec lui sur la montée de l'antisémitisme en France, sur les perspectives politiques aussi, sur le risque d'élection du Rassemblement national l'an prochain, sur la montée des discours de haine portés par la France insoumise, sur l'effritement du camp républicain. Tout ça, je crois, c'est des choses qui intéressent évidemment Israël, qui intéressent en particulier le président Herzog. Et on a un dialogue régulier avec lui, puisque chaque fois que nous amenons des délégations en Israël, que ce soit des délégations d'ailleurs de représentants de la communauté juive ou des délégations de représentants non juifs de la société française, eh bien à chaque fois il les reçoit avec un grand plaisir. Alors qu'est-ce qu'il est important pour vous, Jonathan, de mettre en avant dans le cadre de ce séjour ? Est-ce que vous voulez aller au-devant on va dire même de la société civile, au-devant des Israéliens, mieux comprendre un peu l'état d'esprit des Israéliens après 3 ans de guerre ? Oui, vous savez, vu de France, très souvent, je constate que la société française, elle n'est pas dans la même temporalité que la société israélienne. Pour une partie de l'opinion publique française, au fond, le 7 octobre, c'est très très loin et ils ne comprennent pas que pour une partie des Israéliens, nous sommes encore le 8, le 9, le 10 octobre 2023 et qu'il y a besoin de temps pour que le traumatisme collectif puisse être réparé comme il pourra l'être avec évidemment un travail collectif. Et ça, c'est quelque chose qui échappe totalement à la compréhension de la société française. On s'en rend compte très clairement en discutant ici, évidemment, avec des Israéliens. Et c'est aussi ce message-là dont on se fera les porteurs de retour à Paris. Alors, je sais que vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar qui a une position qui est, on va dire, nettement divergente par rapport à celle du CRIF et de la plupart des institutions juives de France concernant le Rassemblement national. Comment vous avez dialogué autour de ce dossier ? On a dialogué d'abord autour de la relation France-Israël plus largement. C'est un moment de tension très dur entre la France et Israël. Je crois qu'on est peut-être à un des plus bas historiques depuis la création de l'État d'Israël. Et malheureusement, la période qu'on vit ne semble pas s'arranger à très court terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a parlé un petit peu politique.
il y a eu la volonté d'Israël d'ouvrir un dialogue avec le Rassemblement national. Ce n'est pas le choix des institutions juives de France. Le choix des Israéliens, eh bien, c'est l'intérêt national israélien, il est déterminé par évidemment ce que sont les intérêts de l'État d'Israël. Pour les institutions juives de France, il y a d'autres logiques. Nous craignons, et c'est ce que nous lui avons expliqué, toujours d'être instrumentalisés dans une campagne politique. Or, la campagne qui s'ouvre va être extrêmement sensible, notamment sur la question du Rassemblement national, de sa respectabilité ou non, et au nom de ce qu'est évidemment l'histoire juive en France, il est pour nous important d'être vigilant surtout au risque de récupération et d'instrumentalisation au-delà même des questions morales ou politiques. Est-ce qu'il n'y a pas, vu d'Israël, beaucoup d'Israéliens et même d'Israéliens francophones estiment que peut-être qu'il est temps pour les organisations juives de France de modifier un peu peut-être leur opposition, on va dire leur boycott ou leur opposition officielle au Rassemblement national, ne serait-ce que pour se préparer dans l'éventualité où ce serait Marine Le Pen qui serait la prochaine présidente de la République? Alors d'abord, c'est une question qui est ouverte, qui est régulièrement posée dans les instances de la communauté juive. Aujourd'hui, la position de la communauté, la position des institutions, elle reste de considérer que le Rassemblement national est un parti populiste. Et étant un parti populiste, c'est un parti qui n'est pas bon pour le pays, n'est pas bon donc pour les Français juifs. Vous savez, dans l'histoire, les populismes n'ont jamais permis de régler les questions de montée de la haine, quelle qu'elle soit, et donc de l'antisémitisme en particulier. Notre crainte, c'est plutôt que dans un moment comme celui-là, nous soyons effectivement associés symboliquement au Rassemblement national, que demain ça puisse d'ailleurs être la source d'une nouvelle forme encore d'antisémitisme, où les Juifs seraient considérés comme responsables de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc tout ça sont des questions compliquées. On veille à être à la fois fidèle à ce que sont les valeurs du judaïsme, la tradition des communautés juives dans les pays dans lesquels ils vivent, et puis évidemment de ne pas être naïf, de continuer notre travail de sensibilisation, de pédagogie auprès des partis politiques sur la question du combat contre l'antisémitisme. C'est ça qui compte. Et puis, je le rappelle, le Rassemblement national n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Pour l'instant, il fait partie évidemment des scénarios possibles, mais ce n'est pas certainement le scénario le plus probable pour l'an prochain. Alors justement, vous parliez des relations chaotiques aujourd'hui entre la France et Israël. Comment, par exemple, le CRIF peut influer? Est-ce qu'il a les moyens, on va dire, d'être peut-être de rapprocher, on va dire, les positions des deux partis, en sachant que Emmanuel Macron, lui aussi, est en fin de mandat et qu'il n'a peut-être pas d'intérêt à modifier aujourd'hui, d'une certaine manière, son approche qui a été, on va le dire, relativement hostile à l'État d'Israël au cours des dernières années? Moi, je crois d'abord que quand les hommes et femmes politiques n'arrivent plus à se parler, quand nous sommes dans une période de gel au fond diplomatique, c'est parce que c'est à peu près ça aujourd'hui les relations entre la France et Israël, il y a besoin que les sociétés dialoguent, qu'il y ait un renforcement du dialogue économique, culturel, sociétal au sens large. Il y a besoin que, au fond, les Français connaissent mieux Israël, comprennent mieux les Israéliens. Et donc, je demande sans cesse à mes interlocuteurs israéliens de ne pas renoncer à l'Europe, de ne pas renoncer à la France. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'ils ont le sentiment d'être incompris, d'être parfois maltraités très souvent par l'Europe. Je pense notamment aux dynamiques de sanctions qui visent Israël et qui sont inacceptables. Mais pour autant, il y a besoin d'essayer de maintenir ce dialogue. In fine, le monde démocratique n'est pas si grand que ça. Il y a évidemment les États-Unis comme un allié principal pour Israël, mais l'Europe ne peut pas être effacée totalement du champ diplomatique pour Israël. Donc il y a besoin qu'on puisse contribuer en tant que Français juifs à faire vivre un peu cette tentative-là. Nous faisons toute l'année beaucoup de pédagogie aussi en France autour de la situation en Israël, autour des aspirations, des inquiétudes des Israéliens, autour de ce qu'est le traumatisme du 7 octobre. Et il y a besoin effectivement que chacun puisse contribuer à refaire vivre ce dialogue. Eh bien, c'est très intéressant et c'est très important, toute cette action et cet investissement du CRIF également donc, dans ce dialogue. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'avoir consacré une partie de votre temps à répondre à nos questions. Bonne continuation de ce séjour qui se termine, je crois, demain. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Et ce matin, la rencontre entre le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou est au cœur de l'actualité et bien entendu à la une des quotidiens israéliens. Ce soir à 18h, rencontre Trump-Netanyahou à Washington. Objectif, l'Iran, annonce en manchette le Yediot Aharonot en nous montrant comme photo d'illustration un montage des deux leaders et de l'avion de Binyamin Netanyahou, l'aile de Sion. En sous-titre, le journal souligne que jusqu'à présent, les rencontres entre les deux hommes ont entraîné de bons résultats pour l'État d'Israël. Mais cette fois, Netanyahou arrive à Washington avec beaucoup moins de popularité que par le passé, en particulier dans le très proche entourage du président américain. Et malgré cela, Netanyahou tentera donc de convaincre Donald Trump qu'il y a une nécessité à aller jusqu'au bout dans la confrontation avec l'Iran. La manchette du Israël se rapporte aussi à la rencontre Trump-Netanyahou, mais sous un autre angle. Le Israël croit savoir que le président américain va forcer Netanyahou à accepter l'entrée d'une force multinationale dans la bande de Gaza, mais sans que le Hamas ne soit obligé de se désarmer, ce qui risque d'obliger Tsahal à se retirer de la ligne jaune actuelle et d'une partie des 70% de la bande de Gaza qu'elle contrôle. En contrepartie, le Premier ministre Binyamin Netanyahou espère pouvoir obtenir du président américain des garanties dans le dossier du nucléaire iranien. En page 2, le Israël nous explique donc plus en détail que la voie qui conduit à Téhéran passe donc par Gaza. Le Israël affirme que lors de la rencontre, il sera également question du dossier libanais, de la possibilité pour les États-Unis de fournir des avions furtifs à la Turquie, ce qui inquiète passablement les Israéliens. Qu'écrivent les éditorialistes israéliens autour de cette rencontre donc ce matin. Le Yediot Aharonot nous cite l'éditorial de Ben Dror Yemini qui écrit que la situation actuelle de silence en échange de silence instaurée entre les États-Unis et l'Iran profite au régime des Mollahs qui peut poursuivre tranquillement sa course au nucléaire sans conditions, sans contrôle et sans limite. Et il rajoute à propos de l'accord entre l'Iran et les États-Unis d'il y a 2 mois, il n'y a pas de précédent historique d'un État qui est à la tête de l'axe du mal, l'Iran donc, qui essuie des coups très durs mais qui finalement dicte ses conditions à une superpuissance américaine. Ariel Kahana écrit ce matin dans le Israël que selon toute vraisemblance, les Iraniens ne laisseront pas d'autre choix à Donald Trump que d'aller jusqu'au bout en lançant une opération militaire contre le régime des Mollahs. Dans le Israël, on apprend ce matin que la défense nationale est toujours en attente d'un budget de plusieurs dizaines de milliards de shekels. Selon les estimations, la défense nationale a besoin d'une rallonge budgétaire de 40 milliards de shekels à la suite de la seconde étape de la guerre contre l'Iran, à savoir l'opération Rugissement du Lion. Mais pour l'instant, même les 12 milliards déjà prévus et convenus n'ont pas été virés par le Trésor et cela est sans aucun doute lié à la proximité des élections. Conséquence directe de cette situation, l'armée israélienne ne peut pas disposer du matériel dont elle a absolument besoin après 3 années de guerre. Le Yediot Aharonot est le partenaire de la Convention pour la sécurité nationale organisée par l'INSS, l'Institut national de sécurité auprès de l'université Reichmann, une convention qui s'est tenue hier. Et dans le cadre de cette rencontre, la plupart des hautes personnalités politiques ont profité de la proximité des élections pour présenter leur feuille de route sécuritaire, si l'on peut dire. Gadi Eisenkot, lui, s'est focalisé sur la Judée-Samarie et il a accusé Binyamin Netanyahou d'avoir mis fin à l'autorité de Tsahal dans la région. Naftali Bennett a déclaré pour sa part, Binyamin Netanyahou doit partir. Il a promis que s'il devenait lui-même Premier ministre, il fera du Qatar un État ennemi. Il a également affirmé « Je ne suis pas obsessif pour le poste de Premier ministre, je veux avant tout réparer la société israélienne », dixit donc Naftali Bennett. Quant à Bezalel Smotrich, il a défendu les habitants juifs de Judée-Samarie en affirmant que statistiquement parlant, le nombre d'actes violents commis par ces habitants est infime. Et il affirme que ces habitants juifs sont, eux, victimes d'une campagne de dénigrement. Yair Golan, pour sa part, a estimé qu'il sera le prochain ministre de la Défense et que son parti disposera de plusieurs ministères importants comme celui de la sécurité nationale et même de l'éducation. Quant à Itamar Ben-Gvir, il a qualifié le président Trump de naïf parce qu'il avait cessé ses attaques contre l'Iran. Le Israël lui annonce que l'État d'Israël suit de très près les premières élections qui vont se tenir à la direction de l'autorité palestinienne et ce depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas encore pour demain, mais pour le 28 novembre prochain. L'autorité palestinienne et l'OLP organiseront donc ces élections à la fois pour le Conseil national palestinien et pour le Conseil législatif, en l'occurrence le Parlement palestinien. Abou Mazen, qui a aujourd'hui 90 ans, a annoncé la tenue de ces élections et parallèlement, selon le Israël, il a mis en place des démarches visant à neutraliser toute influence du Hamas. Cela pourrait donc conduire l'organisation terroriste à tout simplement boycotter ce scrutin.
Le Israélium revient sur la réunion secrète d'hier autour des influences étrangères sur le déroulement des élections en Israël. Une réunion qui s'est tenue au sein de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, dans la sous-commission secrète qui s'occupe de ces dossiers. Cela devait rester secret, mais le Israélium affirme que l'un des éléments qui a été avancé hier par le chef du Shin Bet, David Zini, dans ce dossier serait la solide implication de l'Iran dans la campagne électorale. Comment? En utilisant des réseaux sociaux pour favoriser des divisions internes au sein de la société israélienne. Le Israélium explique que contrairement à ce qui a été entendu dans le passé, les Iraniens n'ont pas l'intention de favoriser un camp plutôt que l'autre. Ils veulent créer la zizanie et le chaos. Et le journal affirme que la défense nationale doit se préparer à une telle éventualité. Le Maariv annonce en page d'ouverture ce matin que Binyamin Netanyahou l'a emporté hier concernant la composition de la liste électorale du Likoud aux prochaines élections dans le cadre des élections des 3000 élus du comité central. Le Premier ministre a obtenu la possibilité d'intégrer 8 personnalités de son choix parmi les 30 premières places éligibles dans la liste du Likoud. Et puis, les membres du comité central du parti ont également modifié les règles des primaires en autorisant des députés sortants à se faire élire sur les places réservées aux régions, alors que jusqu'à présent, ils devaient absolument céder la place à de nouvelles figures politiques dans cette catégorie. Et puis enfin, nous terminerons cette revue de la presse par le dossier de l'enrôlement des orthodoxes qui sera au cœur de la campagne électorale. Shiloh Fried écrit ce matin dans le Yediot Aharonot qu'il est probable qu'en dépit de la centralité du dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot, même les partis politiques les plus opposés à Binyamin Netanyahou ne feront pas la fine bouche et accepteront finalement de pactiser avec les partis orthodoxes si cela doit leur permettre de destituer Netanyahou et de former un gouvernement alternatif. C'est la fin de cette revue de la presse. Malgré le constant scepticisme des décideurs israéliens de ces dernières décennies, pour tout ce qui a trait à la constante instabilité intérieure libanaise, l'accord qui a commencé à s'appliquer la semaine dernière, après 5 rounds de négociations directes entre Jérusalem et Beyrouth, menées sous l'égide des États-Unis, constitue une toute nouvelle donne, car il fait explicitement dépendre un retrait militaire israélien progressif du sud du pays du Cèdre du désarmement effectif du Hezbollah. Une nouvelle équation à potentialité historique qui pourrait se résumer par la formule retrait territorial contre désarmement. Le premier retrait test pour Tsahal est donc intervenu le 21 juillet dernier dans la ville de Zatar al-Gharbiyeh, située dans la région de Nabatieh, pour laisser l'armée libanaise se déployer dans cette cité afin d'y assurer le maintien de l'ordre et de veiller à ce que les miliciens armés du Hezbollah n'y reviennent pas. Une première expérience de ce genre qui est donc censée se renouveler prochainement sur le terrain dans plusieurs zones pilotes définies par les négociateurs israéliens et libanais sous les auspices des Américains. Or, contrairement à toutes les tentatives précédentes d'accord de ces dernières décennies, chaque fois basées sur l'exigence d'un changement d'attitude d'Israël seulement, qui devait donc chaque fois accepter de se retirer unilatéralement en confiant à des forces internationales dites garantes de la paix, comme la finule onusienne, le soin de calmer la situation face au Hezbollah, ce qu'elles n'ont jamais pu faire. Or, contrairement à cela, cet accord a ceci de tout à fait nouveau et presque historique, qu'il fait dépendre la poursuite du retrait militaire de Tsahal de la capacité du gouvernement libanais à maintenir le calme avec sa propre armée. Le tout étant intervenu sous le couvert d'un cessez-le-feu décrété par Washington qui semble tenir depuis presque un mois. D'après cet agrément tout à fait inédit jusque-là, Israël devra donc se retirer peu à peu de tous les territoires dont il s'était saisi ces derniers mois au pays du Cèdre pour établir une zone tampon de protection tout le long de la frontière nord. Mais seulement après que le Hezbollah ait été évincé totalement de ces territoires qui seront donc placés sous le contrôle de l'armée libanaise. En fait, c'est donc la première fois qu'en acceptant cette formule bilatérale, le gouvernement libanais a effectivement reconnu que c'était bel et bien l'arsenal du Hezbollah qui constitue le principal obstacle à un plein retrait militaire israélien. Un engagement confirmé publiquement et très fermement la semaine dernière lors de la rencontre en tête-à-tête à Washington entre Donald Trump et le Premier ministre libanais Joseph Aoun, lequel devait rejeter catégoriquement les propos critiques de Nabi Berri, le président pro-chiite et pro-iranien du Parlement libanais, qui, qualifiant cet accord de sédition, avait menacé de le faire rejeter par un vote des députés. Ce que Aoun a aussitôt écarté en précisant que la conclusion de cet agrément avec Israël relevait d'une prérogative constitutionnelle inamovible de son gouvernement.
3 autres raisons novatrices supplémentaires font que cet accord pourrait effectivement marquer une véritable rupture avec le passé fort houleux et chaotique des rapports entre Jérusalem et Beyrouth. Tout d'abord, et pour la première fois, il est directement placé sous le contrôle des États-Unis et non de l'ONU. Washington s'étant engagé à superviser son application et à vérifier zone par zone l'équation bilatérale de sa concrétisation sur le terrain. Deuxièmement, cet agrément transfère l'épicentre du conflit israélo-libanais depuis la frontière du Sud-Liban vers le cœur de la capitale, Beyrouth, où siège enfin un gouvernement qui s'est donné comme défi de contrôler véritablement l'État libanais au lieu de le laisser de facto dans les mains de la milice chiite pro-iranienne du Hezbollah, devenu jusque-là un véritable État dans l'État. Élément assez encourageant pour Israël, cet accord oblige en quelque sorte le gouvernement Aoun à décider ce qu'il va désormais bel et bien advenir du Liban. Soit un État souverain normalisé, capable de pleinement contrôler la situation sécuritaire du pays, soit rester soumis au diktat du Hezbollah dont l'arsenal militaire et l'énorme financement fourni directement par l'Iran ont longtemps éclipsé l'autorité effective de l'État libanais. Enfin, troisièmement, et contrairement aux divers contextes des précédentes tentatives d'accord, ce dernier développement diplomatique intervient après que le Hezbollah ait subi de très significatifs revers militaires, politiques et financiers infligés par les longs mois d'initiatives militaires répétées et très efficaces de Tsahal menées dans le sillage du 7 octobre 2023 après les premiers mois de la guerre de Gaza. Certes, le Hezbollah existe toujours au pays du Cèdre, au plan organisationnel et militaire, mais il ne peut plus dicter comme par le passé l'agenda national du gouvernement libanais. Ajouté à l'affaiblissement de l'Iran, cette perte de puissance du Hezbollah va pouvoir peut-être créer enfin les conditions d'un renouveau politique de fond à Beyrouth. Mais au-delà des souhaits et déclarations optimistes des Libanais et des Américains, la véritable question qui reste encore posée consiste à savoir si oui ou non Beyrouth veut bel et bien, mais surtout peut vraiment désarmer le Hezbollah. Une interrogation qui explique le scepticisme latent des Israéliens après cet accord. Certes, à la demande expresse de Aoun à Washington, qui a lié son avenir politique à la réussite de ce plan, Trump s'est formellement engagé à soutenir dans sa nouvelle démarche le gouvernement libanais et aussi à renforcer financièrement, militairement et logistiquement l'armée libanaise pour en faire une force réellement efficace de maintien de l'ordre au pays du Cèdre. Car tout le monde est conscient que sans une force militaire nationale conséquente, tout le château de cartes de cet accord pourrait s'écrouler, comme ce fut déjà le cas en 1975 quand, dès le début de la guerre civile, les différentes milices politico-ethniques ont pulvérisé la fragile mosaïque libanaise, ce qui entraîna entre autres la transformation du Sud-Liban d'alors en une gigantesque base de départ de toutes les attaques palestiniennes contre Israël. Il reste toutefois qu'un certain décalage existe toujours entre les bonnes intentions américano-libanaises et les réalités actuelles de terrain où l'armée de Beyrouth, qui compte dans ses rangs entre un tiers et la moitié de soldats chiites, assez peu enclins, il faut le dire, à combattre leurs frères pro-iraniens, n'est pas suffisamment financée ni équipée pour entreprendre dès maintenant une campagne de désarmement effectif du Hezbollah, lequel conserve donc encore un pouvoir de feu supérieur. Il n'empêche, malgré toutes les raisons de douter exprimées ces derniers jours en Israël sur les chances concrètes de succès du nouveau processus engagé avec son voisin du Nord, la structure bilatérale, conditionnelle et progressive de cet accord de retrait militaire contre désarmement, patronné par Trump, permet en fait à l'État hébreu de tester l'efficience du gouvernement libanais, et ce sans prendre trop d'énormes risques stratégiques. Eh bien, nous avons ce matin le plaisir d'être en ligne avec Michael Picard. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin avant d'entamer notre conversation à l'occasion du 21e anniversaire de l'expulsion des habitants du Gush Katif dont vous étiez membre, dont vous faisiez partie bien entendu. Eh bien, je voudrais que l'on voit ensemble des images de l'expulsion de votre famille, de votre maison à Shirat Hayam. C'était il y a 21 ans.
על אלה אני בויחיו, אני בויחיו, על אלה אני בויחיו, אני בויחיו, על אלה אני בויחיו. Alors Michael Picard, nous avons vu ces images, vous les connaissez, ces images, vous les vivez, elles sont dans votre cœur, on en est certain. Je voudrais avoir vos sentiments ce matin à l'occasion du 21e anniversaire de l'expulsion des habitants du Gush Katif. Quels sont les sentiments qui se bousculent, je suppose, dans votre tête et dans votre cœur? Une grande mélancolie de cette période et de cette histoire du Gush Katif. C'était une aventure absolument extraordinaire. On appelait le Gush Katif Medinat Torah. D'un côté, il y avait une ambiance de Torah absolument extraordinaire. D'un autre côté, il y avait une cohabitation avec toutes sortes de yishuvim, toutes sortes de personnalités. Il y avait les anciens de Yamit, les anciens du Bnei Akiva qui sont montés en Garinim, les habitants des villes voisines, Netivot, Sderot, Ofakim, et les immigrants du Bnei Akiva, France, Angleterre, Amérique, tout le monde ensemble. Et ça formait une mosaïque absolument extraordinaire. Rappelez-nous des souvenirs. Quel est le souvenir marquant que vous gardez de cette période et qui reste en particulier? À quoi vous pensez lorsque on vous dit le Gush Katif, pas en dehors des images difficiles que nous avons vues de l'expulsion, par exemple, mais la belle image du Gush Katif que vous conservez dans le cœur? La plus belle image, c'est à la sortie du Beth Knesset le Shabbat et aller vers la maison et voir à l'horizon cette mer absolument extraordinaire. Ça, c'était lorsque nous habitions en Nevet Kalim. Et lorsque nous habitions à Shiratayam, nous n'avions pas besoin de poser de photos ou d'images au mur. On avait la mer en face de nous, les fenêtres nous donnaient vue sur la mer Méditerranée à 50 mètres de la maison. Tout ceci dans une ambiance, comme je vous l'ai dit, absolument extraordinaire, paisible. Je revenais tous les soirs de mon travail en aide d'éducation. J'étais partout dans le sud, dans toutes les villes du sud où j'inspectais des écoles. Et le retour sur Gush Katif, malgré les dangers que ça pouvait présenter vers la fin, à l'époque de l'Intifada, c'était toujours un sentiment qu'on revient d'un certain Gan Eden. Ça ne s'est jamais estompé. Bien entendu, l'année dernière, on a marqué le 20e anniversaire de l'expulsion des habitants du Gush Katif et il était en même temps dans le même contexte que la guerre, puisque la guerre était encore une évidence sur place et que les otages étaient encore détenus dans le Gush Katif pour la première fois cette année après le 7 octobre. Eh bien, il y a, on peut dire que d'une certaine manière, il y a plus de sérénité du côté de la bande de Gaza, peut-être plus de sécurité pour les habitants du pourtour de la bande de Gaza. Je voudrais vous poser une question par rapport à ces habitants. Vous aviez des relations à l'époque avec les habitants du pourtour de la bande de Gaza. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'ils comprenaient les dangers qui les guettaient si le Gush Katif était évacué? Écoutez, l'incident le plus incroyable que j'ai vécu, c'est lorsque j'ai quitté vraiment un peu de temps avant le Girouche, qu'on soit expulsé. J'ai rencontré à Tzomet Yad Mordechai un ancien moniteur à moi du mouvement Yeshurun en France, qui distribuait des tracts
pour nous inciter à quitter le Gush Katif. Il habitait dans un des kibbutzim du Hotef, à côté de Kfar Aza, kibbutz religieux, mais il avait une position que je trouvais absolument aberrante. J'ai pris ce tract, j'en ai fait une boule et j'ai jeté dessus. J'ai même pas eu envie de discuter avec lui. J'ai trouvé ça absolument odieux. D'un côté, un manque de solidarité, d'un autre côté, un manque de compréhension. On est 21 ans après. Et vous savez, l'expression que j'ai en tête lorsque je pense à ce qui s'est passé, c'est vraiment Bal Tashrit. Bal Tashrit. Il y avait 21 localités florissantes, près de 10 000 habitants, une agriculture hors pair, et tout ça a été détruit. Pourquoi? Pour recevoir des obus, des bombes, des fusées sur Tel Aviv et cette hécatombe de Simchat Torah Pédalet. C'est absolument incroyable. Et c'est un grand gâchis. Un grand gâchis. Mais d'un autre côté, il semblerait que les roues de l'histoire tournent lentement. Et malheureusement, Am Israël n'a pas compris que faire ce cadeau, entre guillemets, aux Palestiniens, c'était encore une fois du gâchis. Et il a fallu que l'État d'Israël puisse voir, regarder, comprendre combien nous devons absolument vivre dans la bande de Gaza qui fait partie d'Eretz Israël, comme tout le monde le sait. Et pour moi, je n'attends qu'une chose, c'est que nous revenions là-bas, nous installer là-bas, faire refleurir non seulement ces 21 localités, mais aussi s'installer à Gaza même. Enfin, ça pour vous, c'est plus qu'un rêve, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous sentez être concrétisable, que l'on peut concrétiser ou que l'on doit concrétiser dans les prochaines années? Au niveau personnel, là où on nous met, surtout en Eretz Israël, nous sommes heureux. Nous sommes installés ces dernières années, après ma retraite à Yerushalayim. Qui n'aime pas Yerushalayim? Qui ne profite pas à chaque instant à Yerushalayim? Mais nous sommes inscrits au Garin qui veut s'installer à Gaza parce que c'est une nécessité politique. Sans Ityashvut, sans que la population s'installe en bande de Gaza, ce sera de nouveau perdu. Il faut absolument, là, malheureusement, je ne comprends pas les décisions politiques de notre gouvernement. Pourquoi n'avoir pas tout de suite déclaré que le Gush Katif est de retour? Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits donc dans cette future implantation dans la ville de Gaza ou dans Gaza? Oui, pas forcément des anciens de Gush Katif, mais il y a aujourd'hui un bureau qui s'est formé des anciens du Gush Katif et qui ont proposé tout un plan de réorganisation, de réhabitation dans le Gush, enfin une vue tout à fait moderne et avec toutes sortes de programmes démographiques, économiques pour repeupler le Gush Katif. Il y a la place pour 1 million de Juifs au Gush Katif. Pour 1 million de Juifs au Gush Katif, Michael, vous nous le disiez à l'instant, vous êtes éducateur, vous avez été pendant de nombreuses années inspecteur de l'éducation nationale. On se souvient de cette période du Gush Katif où l'on disait que, en fait, la Tzionut Datit, le sionisme religieux qui portait ce mouvement d'implantation, eh bien, n'a pas su s'implanter dans les cœurs. Est-ce que s'il fallait le refaire, il y aurait eu quelque chose d'autre à faire sur le plan éducatif pour essayer de mieux comprendre la centralité de la terre d'Israël? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après le 7 octobre en particulier, on a plus conscience dans la réalité israélienne de la centralité de la terre et du lien qui lie le peuple juif à la terre d'Israël?
au niveau éducatif, dans les écoles primaires, les écoles secondaires, bon, il faut parler d'Eretz Israël, il faut parler de notre lien à la terre d'Israël. Il faut bien montrer les cartes. Il faut montrer des cartes où Eretz Israël comprend Gaza, la Judée, Samarie, le Golan, le Bashan, le sud du Liban. Il faut montrer l'histoire de David Ameller, qui a complété les conquêtes de Yahushua. Et c'est il y a aujourd'hui, il y a les bases. On voit, je vous ai dit, les gens qui se sont inscrits ne sont pas d'après les anciens du Gush Katif. On voit des gens de toutes les régions, de Yerushalayim, Tel Aviv, du nord, du sud, qui s'intéressent au retour à Gaza. Et c'est des choses qui doivent se faire d'une manière naturelle. Parler d'Eretz Israël, parler de la géographie d'Eretz Israël. Et bien sûr, essayer d'établir les relations les plus proches et fraternelles avec tous nos frères. Les différents politiques ne doivent pas nous amener à la haine, mais au contraire à l'amour, à rechercher en chacun le meilleur, et ainsi faire connaître nos idées. Et je pense que de toute façon, le mouvement de l'histoire va dans ce sens. On reviendra à Gaza, on reviendra à Gush Katif. En aucun cas, on ne peut abandonner aucune région d'Eretz Israël. Tout abandon provoque immédiatement la violence. Nos voisins, les Arabes, s'ils sont seuls, ils ne sont pas entourés par nos soldats, eh bien, ils rentrent dans ce vacuum et ils forment leurs soldats à eux qui tournent leurs fusils contre nous. On a beaucoup parlé de l'impact, on parle beaucoup depuis la guerre de post-traumatisme, on a aussi parlé à l'époque des habitants du Gush Katif du traumatisme que cela avait provoqué, l'évacuation de leur maison, de leur propre maison, sous les ordres de l'armée israélienne. Je vous pose une question peut-être plus personnelle, c'est-à-dire vos enfants que l'on a vus dans ces photos, dans ce montage que vous avez réalisé, ils ont été marqués par ces instants difficiles, par ces instants douloureux. Est-ce que ça s'est traduit concrètement? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes qui se sont poursuivis et qui peut-être demeurent encore 21 ans après? Notre famille était un peu un microcosme de tous les habitants du Gush Katif. Il y avait ceux qui ont eu des réactions épidermiques très violentes tout de suite après, et ceux qui ont réagi d'une manière plus paisible. Nous avions beaucoup de discussions. Un de mes enfants était encore à l'armée au moment du Girouche. Enfin, naturellement, pendant le Girouche, il a été libéré pendant 3 semaines, un mois. Et il s'est battu à la deuxième guerre du Liban, donc en 2006. Et un autre de mes fils a fait l'armée normalement. Et le troisième était pendant 12 ans à la yeshiva. Et quand je lui demandais, quand est-ce qu'il va à l'armée, il me disait, papa, j'ai encore le stress du Girouche. Mais le premier jour de la guerre du Liban, de la guerre de Simchat Torah, à 8h30 du matin, il venait d'intégrer une unité de parachutistes. Il a été appelé et il s'est associé. Il était depuis donc 8h30 du matin, il fait partie du Gdoud qui est arrivé le premier à Kfar Aza. Et ils ont libéré Kfar Aza. Il a fait toute la guerre. Il a près de 1000 journées de Milouim. Le petit, qui lui était 4 ans, 5 ans à la yeshiva, s'est engagé tout de suite après la guerre. Il a dit, il peut plus attendre. Et donc, nous sommes aujourd'hui tout à fait post-trauma. Oui.
pendant ces 2 années de guerre où les soldats israéliens ont combattu dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il y en a un peut-être qui vous a amené une photo de ce qui était votre localité, votre yishuv ou de Neve Dekalim qui était la capitale du Gush Katif ou de Shirat Hayam qui était sur le bord de mer? Je n'ai pas une photo, mais je vais vous raconter en vitesse. Mon fils, celui qui est déjà à 8h30 du matin, était engagé, s'est retrouvé, était dans Gaza, tout d'un coup, il était en train de faire la shmira, il a vu une file de voitures qui passait, il leur a demandé où vous allez, on a dit on va vers la mer, on a dit où est-ce que vous allez, est-ce que c'est près du Gush Katif? Ils ont dit oui, c'est à Neve Dekalim, on va arriver à Neve Dekalim. Il a dit je viens avec vous, il allait voir son Katzin, et je vais avec eux, il a dit attends, t'es en train de faire la shmira. Il a rien entendu, il est monté dans la voiture, il s'est retrouvé dans la zone industrielle de Neve Dekalim, il s'est roulé dans le sable et quand il est revenu, il s'est bien fait engueuler par son Katzin, mais il n'a pas pu s'empêcher, rien n'y a fait, de retrouver ce sable de Neve Dekalim. Il avait 14 ans lorsqu'on a été chassé et aujourd'hui il a 35 ans. Et donc, je crois que c'est une réaction tout à fait naturelle pour les jeunes qui ont grandi et qui ont été chassés. Eh bien, Michael Picard, merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant, bien entendu, donc marquant le 21e anniversaire de l'expulsion des habitants du Gush Katif, de votre expulsion, de vous et de votre famille, de la petite localité de Shirat Hayam sur le bord de mer. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Bonne continuation et que de bonnes choses. Merci beaucoup.